Bon, mesdames, messieurs, nous allons reprendre. Et je vous présente toutes mes excuses si nous ne reprenons pas exactement à l'heure, si vous avez été obligé d'attendre un petit peu. Les choses se sont un petit peu détendues, distendues, dans une certaine convivialité. Voilà, nous allons aborder, après avoir eu ce matin, je crois, une démonstration absolue de la permanence de la pensée lyothéenne et de son imbrication dans la réalité marocaine. Nous allons aborder des sujets un petit peu plus spécifiques qui sont liés à des événements également importants de l'histoire du Maroc, puisqu'on a un peu perdu de vue ce matin, au fond, le titre de cette réunion, de cette journée, de ce colloque, cette année de transition entre le Maroc du protectorat et l'indépendance, au profit d'une réflexion plus vaste et peut-être plus intéressante finalement sur la permanence d'un certain nombre d'éléments, à la fois dans la monarchie alaouite et en même temps dans la perception que la France a eue de façon presque politique et opérationnelle de cette monarchie alaouite et comment elle s'est imbriquée dans sa grande politique d'expansion au Maghreb et en Afrique au XIXe siècle. On a bien vu les aspects fondamentaux qui subsistaient, on a bien vu les transformations, et même on a eu une sorte de fenêtre sur l'avenir tout à fait passionnante, mais dont je dois vous dire un peu en tant que diplomate conservateur, je me méfie un peu. Les fenêtres sur l'avenir sont très intéressantes, mais elles n'éclairent finalement que le passé. C'est ça qui est toujours le plus difficile. On va rentrer plus en détail maintenant sur un élément qui n'a jamais été traité, à ma connaissance, mais je peux me tromper, et qui est entre les mains d'un grand spécialiste du Maghreb et du Maroc, le professeur Vermeuren, et qui est le problème de l'armée française au Maroc entre 1952 et 1962. C'est un sujet capital, c'est un sujet tout à fait passionnant, parce que, naturellement, il interfère, bien sûr, non seulement avec le moment d'indépendance du Maroc, mais en plus avec cette continuité française à l'intérieur des mécanismes chérifiens, et avec, bien sûr, la guerre d'Algérie qui se déclenche officiellement, en tout cas, dès 1954. Donc la France va se trouver à cheval sur deux frontières, en porte-à-faux avec deux systèmes, également en délicatesse avec une période de décolonisation. Et comment a-t-on pu vivre cela de façon précise et détaillée ? Et je dirais aussi comment les Marocains ont-ils pu vivre cette présence militaire française au moment où ils étaient eux-mêmes engagés dans le processus d'indépendance, la solidarité maghrébine, et qui existait avec l'Algérie combattante, si j'ose dire, et l'avenir à la fois de leur pays, de leur nation, et l'avenir de la relation franco-marocaine au moment où tous ces faits, qui pouvaient être contradictoires, se produisaient. Voilà, c'est un peu le thème, et je vais laisser maintenant à l'éminent Pierre Vermeuren la capacité, le loisir de nous traiter tout cela. Mon cher Pierre Vermeuren, ne faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire parler un peu moins longtemps que moi, mais un peu mieux. Merci. Merci, Président Frédéric Grasset, pour ces amabilités et pour la parole que vous me donnez et cette invitation en ce jour par la Fondation. Donc le vaste sujet, l'armée française et le Maroc, 1952-1962. Alors, je vais essayer de remettre peut-être en cause une idée qui semble s'imposer, c'est-à-dire qu'à l'indépendance du Maroc, donc début 1956, après une période d'agitation entre 52 et 55, que l'armée française a contribué à contenir, l'armée d'Afrique, l'armée française, aurait remis le pouvoir à la jeune armée marocaine, les forces armées royales, constituées en mai 1956, puis quitté logiquement le Maroc pour faire la guerre en Algérie. En réalité, c'est une vision assez éloignée de la réalité des faits, parce que l'armée française n'a quitté le Maroc qu'en 1961, à la demande de De Gaulle, pour accompagner
pour aider à l'installation du jeune roi Hassan II, proclamé le 3 mars 1961. Donc, et même, je dirais, après 1961, jusqu'au repli français de l'Algérie et jusqu'à la dissolution de l'armée d'Afrique en 1964, le Maroc et le Maghreb, dans leur ensemble, ne sont pas devenus étrangers ni éloignés des préoccupations de l'armée française. Alors, pour autant, cette intervention, qui est très brève, 20 minutes, n'est pas le fruit d'un travail d'archives longuement élaboré. J'aurais bien aimé, j'aurais pu y passer beaucoup de temps, mais c'est un travail de thèse. Il y a une thèse à écrire, avis aux amateurs, des années de travail documentaire, tant le sujet est vaste. Alors pourquoi est-il si vaste ? Il est aussi vaste concernant la France et son armée que concernant le Maroc. D'abord, l'armée d'Afrique, l'armée française en Afrique, une des trois armées françaises, l'armée métropole, l'armée d'Afrique et l'armée coloniale. Cette armée d'Afrique a véritablement redonné naissance à plusieurs reprises à l'armée française. En 1830-34 pour solder l'épisode Napoléon, en 1870-81 pour solder l'épisode prussien, et en 1942-1944 pour reconstruire littéralement l'armée française. Donc, et puis on pourrait dire aussi après 1954 pour reconstruire l'armée après Dien Bien Phu. Donc il y a une telle intrication entre l'armée d'Afrique, l'armée française et l'Afrique du Nord, elles sont tellement indissociables pendant plus de 130 ans que le débouclage, si vous me permettez, de cette histoire est extrêmement complexe. J'ajoute que à l'intérieur de cela, bien sûr, à l'intérieur de l'armée d'Afrique, il y a les troupes coloniales du Maroc qui ont une spécificité au sein de l'armée française que leur a donné Lyautey. J'imagine que ça a été évoqué ce matin. Je suis désolé de ne pas avoir assisté ce matin. Ce n'est pas par snobisme, c'est parce que je suis rentré hier soir tardivement du Liban et que la neige a retardé encore l'arrivée de l'avion. Voilà. Donc, petite parenthèse d'excuses. Donc, la spécificité que leur a donnée Lyautey, même si elles sont pleinement, ces troupes marocaines, pleinement partie de l'armée d'Afrique. Mais elles ont trois particularités. D'abord, elles obéissent au sultan, qui est leur chef suprême, et non pas au président de la République, ou en second. Il y a des unités spécifiques qui sont franco-marocaines ou maroco-marocaines, à l'inverse des tirailleurs algériens qui mêlent tirailleurs tunisiens et algériens, et éléments français, évidemment. Enfin français métropolitains ou français d'Afrique du Nord. Et puis, elles ont un commandement indigène, entre guillemets, donc marocain, très puissant, puisque des officiers marocains par centaines ont été formés à l'école de Dar al-Baïda de Meknès, à tous les grades. Donc, cette histoire tellement compliquée et tellement forte, bien sûr, a été difficile à démêler. Et, la rupture ne pouvait pas être une simple remise de clés ou de grades ou de drapeaux. Voilà. Donc on va l'évoquer, mais encore une fois, il s'agit d'un travail d'une déconstruction, d'une séparation qui s'est faite dans des conditions d'abord très difficiles jusqu'en 1956, liées à la crise franco-marocaine, puis évidemment à nouveau très difficiles après l'indépendance à cause de la guerre d'Algérie. Donc la séparation des tâches, des fonctions, des appareils militaires français et marocains, en réalité, ils ne se sont jamais totalement séparés, en tout cas dans les années 60-70, puisque la coopération a tout de suite pris le relais. J'ajoute qu'il y a un acteur que je ne vais pas évoquer, mais qui n'est jamais très loin, ce sont les Américains, qui depuis 1942-43 s'intéressent de très près aussi aux affaires marocaines et franco-marocaines. Donc en trois parties, très rapides, je suis désolé à l'avance, je devrais moi-même couper mon... Non. Donc on va commencer par la fin du protectorat, 52-56, une deuxième partie sur l'armée française et la protection du Maroc indépendant, 56-61, et puis enfin une troisième partie sur l'armée française, l'armée d'Afrique, en guerre d'Algérie, 54-62, à travers ce biais marocain. Voilà. Alors d'abord, la fin du protectorat, 52-56,
Disons d'abord, premier point, que l'armée reprend, si je puis dire, le contrôle de la résidence générale après plusieurs résidents civils. Et c'est notamment l'arrivée du général Juin en 1947, donc un peu avant notre période, qui donne le ton nouveau, puisque Juin va rester jusqu'en 1951. Et il est appelé à la rescousse au Maroc après le discours du sultan à Tanger, dans lequel il avait appelé son pays, fait le vœu de l'indépendance du Maroc le 10 avril 1947. Et donc Juin s'installe à la résidence générale. Lui succède ensuite le général Guillaume, de 51 à 53. Ensuite, il y a quelques civils quand même qui sont nommés, mais pour des périodes assez courtes, notamment résident Lacoste. Puis à nouveau un civil, mais qui est aussi un chef militaire de la résistance, Grandval. Et enfin le général Boyer de la Tour, avant un autre civil qui va être là au moment décisif de l'année 1955. Donc cette reprise en main de la résidence par les généraux, donc par l'armée, dit que l'heure est grave et que la 4e République ne veut rien céder du protectorat sur le Maroc. Sinon, ils auraient nommé des diplomates qui auraient pu négocier. Or là, il n'y a pas vraiment de négociation en vue. Donc une politique de dureté qui conduit à la crise franco-marocaine de 53-55. Cela dit aussi que la sécurité est loin d'être assurée dans le pays, puisque on verra, on évoquera, on va même l'évoquer tout de suite, le fait que des troubles éclatent, non seulement avec l'Istiklal et les étudiants ou les populations des villes, mais aussi avec les populations, les soi-disant gentils paysans berbères ou soldats berbères ou tribus berbères qui en fait vont entretenir une agitation endémique, alors évidemment qui n'est ni généralisée ni constante, mais une agitation endémique dans beaucoup d'endroits du Maroc. Par exemple, dès 1951-52, il y a des opérations de contrôle et de représailles à l'initiative pilotées par le général Boyer de la Tour, qui se déroulent dans le Moyen Atlas, dans les tribus Aït Saïd, Aït Ouira, Ishtrin, etc. Et j'en passe d'autres. Et donc, si vous voulez, cette année 52, c'est pas seulement l'année des carrières centrales, mais évidemment, comme c'est à Casablanca, ça se voit beaucoup plus que quand c'est dans le bled. En 52 encore, des troubles sporadiques éclatent dans la montagne qui font 10 morts, des déportés, avec le fils d'un caïd qui est lui-même déporté. À Beni Mellal, en décembre 57, des émeutes qui font 7 morts. Début 53, à Azrou, l'expulsion d'un colonel marocain qui avait servi en Indochine. Quand il rentre chez lui, il est expulsé par la ville d'Azrou. En août 53, une révolte des Bénisnassen, qui est une tribu très importante à la frontière algérienne, dont est originaire, entre parenthèses, le Bécaye. Bon, alors donc, Or Bécaye, en 53, venait de démissionner suite au fait que le sultan venait de démissionner. Donc on a dit que c'est Bécaye en sous-main qui agitait les Bénisnassen. Enfin bref. Émeute aussi dans la région d'Oujda, avec des centaines de Marocains qui s'enfuient vers le Rif espagnol pour échapper à la répression militaire. Les attentats de Ben Arafat qui ont été commis par des Berbères, notamment à Marrakech. Et puis encore en 54, multiplication d'attentats, de révoltes partielles, de sabotages, d'incendies dans les campagnes, je le dis bien. Et notamment, et puis bientôt Ouedzem, on en reparlera. Donc, vous voyez que ce contexte à la fois antérieur et postérieur à la déposition du sultan, bien sûr, participe du climat général et impose le fait, en fait, que l'armée ait beaucoup de pouvoir pour tenir tout ça dans ses mains et essayer de contrôler une situation instable. Alors la crise marocaine, c'est le deuxième point, 53-55, qui est lié immédiatement, qui suit la déposition du sultan le 20 août. C'est une épreuve de force dans laquelle, bien sûr, les militaires ont un rôle à jouer. En tout cas, oui, un rôle de sécurisation notamment et un rôle de résistance au climat d'insécurité.
Alors on sait bien que c'est Juin, puisqu'il faut parler de l'armée française, qui a eu le projet, qui a animé, en compagnie bien sûr du Glaoui, qui a animé la première tentative de déposition du sultan en février 51. Et puis comme cette tentative a échoué, il ne va quand même pas du tout perdre les fils, puisque c'est son proche ami Augustin Guillaume, général de son État, qui est nommé résident au Maroc le 3 octobre 51, et qui va, c'est le travail de Guillaume d'Anglos, qui est au bout de l'estrade, qui a démontré à quel point Juin gardait la main jusqu'au bout sur les affaires, y compris sous la résidence suivante. Voilà, donc il va relancer l'affaire de la pétition, et que vont signer des centaines de chefs administratifs, politiques ou religieux marocains, notamment ruraux, et qui vont déboucher donc sur l'exil du 20 août 1953. La nomination d'un sultan, un vieux monsieur de la famille, Ben Arafat, et donc l'entrée dans cette crise marocaine qui, au fond, va rendre très difficile les relations entre l'armée française et le palais, et le Maroc en général, le parti de l'Istiklal évidemment en particulier. Mais le sultan qui est en exil en Corse puis à Madagascar, le parti de l'Istiklal, dont les chefs sont aussi souvent exilés, etc., vont être en quelque sorte confortés, rassérénés par l'attitude de la population et des militants, en tout cas, qui vont animer tout un tas de révoltes et de manifestations que à la fois la police en ville et l'armée dans les campagnes tentent de réprimer. Alors des épisodes très brutaux. Je ne vais pas faire la liste de ces événements qui ont fait à peu près 750 morts dans le pays. Mais par exemple, le 25 juillet 1955, à Meknes, le général... oui, c'est ça, le général Duval. Sous la résidence de Grandval, l'armée intervient. 15 Marocains sont tués et blessés. Des blessés en plus, à l'initiative donc des unités locales qui s'appellent les groupes spéciaux de protection. Et puis, un mois plus tard, le drame, si je puis dire, de Ouedzem. Alors, c'était un drame aussi à Meknès, il y en aura encore un autre à suivre. Le 20 août 1955, donc au moment où le Constantinois se soulève en mémoire des 2 ans d'exil du sultan, il se passe la même chose dans le Moyen Atlas, à Ouedzem, près de Khouribga et Beni Mellal, où 70 Européens sont tués lors de ce soulèvement, et donc qui entraîne l'intervention de l'armée à grande échelle. Bon, la répression sera moins violente que dans le Constantinois, mais elle n'en sera pas moins réelle. Bon, cette crise franco-marocaine, du coup, devient ingérable, puisqu'entre-temps, la guerre d'Algérie a été déclenchée, même si on ne l'appelle pas comme ça, et du coup, les pouvoirs politiques décident d'accélérer le retour du sultan, de négocier avec lui et de sortir de cette... Alors on pourrait penser que l'armée, en fait, en ayant indirectement soutenu l'exil du sultan, va être un peu mise de côté. Il n'en est rien, puisque les 2 principaux hommes de la transition sont des militaires français du côté marocain. D'une part, Sibek Kay, qui est lieutenant-colonel de réserve de l'armée française, amputé à Dunkerque en 1940, décoré de la Légion d'honneur, et qui devient le premier chef de gouvernement marocain en décembre 1955, et qui va le rester longtemps, jusqu'en avril 1958, président du Conseil marocain, donc a un rôle considérable, et qui s'est rendu célèbre et surtout méritant aux yeux du sultan pendant son exil, notamment parce qu'il a refusé d'abord cet exil et parce qu'il fait partie des hommes qui ont, aux côtés d'un certain nombre de chefs politiques, fait des tournées, des campagnes, justement à l'initiative du père de M. Védrine, qui était là ce matin, et qui a fait des campagnes en France, notamment pour sensibiliser le public, les intellectuels et les hommes politiques français. Je vous le disais, il était pacha de Sefrou au moment de l'exil, et il a démissionné, ce qui lui a donné évidemment un prestige aux yeux du sultan. Le deuxième homme, c'est bien sûr Oufkir, Mohamed Oufkir, qui n'est pas encore colonel avant l'indépendance, lui aussi à la Légion d'honneur pour fait de guerre, je ne sais combien de citations militaires, à la fois en Italie, en France, en Indochine, qui appartient au cabinet militaire du général Duval entre 52 et 53. C'est là qu'il apprend le métier du renseignement et qui devient aide de camp du général Guillaume à la résidence en avril 53.
et qui, donc, le 16 novembre 1955, est placé par les chefs militaires aux côtés du sultan, dont il devient l'aide de camp. Donc, ce sont des officiers de l'armée coloniale qui ont combattu et ont été formés dans le giron de l'armée française, en Europe, en Indochine, en Algérie, en Afrique, parfois à Madagascar, qui assurent la transition aux côtés du sultan, et qui donc vont être des liaisons, des courroies de transmission permanentes entre leurs anciens camarades français qui sont restés dans l'armée française et les nouvelles autorités marocaines. Donc on retrouve ces liens vont perdurer pendant des années. Et on va les retrouver à la fois dans toutes les armes et notamment dans le renseignement, qui est très utile bien sûr pendant la guerre d'Algérie, mais qui va être à nouveau utile dans les années 60, à l'époque de la guerre froide, enfin pendant la guerre froide, pour sortir du cadre algéro-marocain. Rappelez-vous la présence de Ben Barka, de Dlimi et Oufkir à l'assassinat de Ben Barka en 1965 à Paris. On peut se demander ce qu'ils faisaient là, mais ils étaient présents, etc. Bon. Deuxièmement, donc, deuxième partie, l'armée française et la protection du Maroc indépendant. On peut se demander même s'il n'y a pas une sorte de partage des rôles. Ce n'est pas le lieu d'en parler, mais entre un palais qui s'occupe d'une part des affaires marocaines et des affaires politiques, qui s'occupe de la bourgeoisie marocaine, éventuellement, essentiellement des nationalistes, de l'Istiqlal, des partis politiques, qui va essayer de reconfigurer à sa manière et à son avantage la scène politique marocaine, qui est très difficile à contrôler, et comme l'armée française qui reste en soutien aux côtés des forces armées royales pour contrôler le pays intérieur. Donc ça pourrait faire l'objet d'une réflexion, je n'en dirai pas plus. On va juste s'intéresser au rôle que joue l'armée française. Donc, premier point, la passation du pouvoir militaire et la création des forces armées royales, une action commune, bien sûr, franco-marocaine. Alors c'est un transfert institutionnel, les mêmes grades, les mêmes unités, le même fonctionnement, etc. Vous connaissez la phrase de Mohamed V qui dit « Ce n'est pas de ma faute si le seul corps constitué légué par le protectorat, c'est les officiers, c'est l'armée. Sinon, je n'aurais pas constitué un État militaire, mais après tout, comme je n'ai que des militaires, je vais m'en débrouiller. » Et puis, bien sûr, pour avoir la main sur cette nouvelle armée en constitution, il nomme son fils, Moulay Hassan, chef d'état-major. Donc, les forces armées royales sont créées dès le printemps 1956, avec à leur tête le général, enfin, qui n'est pas encore général, pardon, bientôt colonel Oufkir, et puis le prince héritier, donc, qui est chef d'état-major, le chef moral de cette armée étant, bien sûr, le sultan, qui n'est pas encore roi, mais qui va le devenir très vite. C'est une armée de 15 000 hommes, constituée en 1956, et qui passe à 30 000 hommes en 1957. Une armée qui mêle des éléments de l'armée française, des éléments de l'armée espagnole et des éléments de l'armée de libération. Alors au Maroc, on dit marocaine, mais on peut dire maghrébine aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont intégrés dès le mois de juillet 1956. Grande parade militaire est organisée à Fès le 18 novembre 1957 pour fêter cet événement avec la totalité de l'armée marocaine, 30 000 hommes, leur matériel, et vous le savez bien sûr au son de « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » notamment, qui dit assez bien d'où viennent ces hommes en majorité. En présence du sultan, qui vient de devenir roi d'ailleurs, Mohamed V, en présence du général René Cogny, qui est commandant supérieur des troupes françaises au Maroc jusqu'en 1958, et en présence, bien sûr, du premier ambassadeur de France, qui est aussi le dernier résident général. Pendant ce temps-là, il n'y a pas que des défilés, il y a aussi des actions à l'intérieur du pays pour calmer un certain nombre d'événements qui sont en train les tribus, un certain nombre de tribus, de chefs tribaux veulent reprendre leur liberté, ou en tout cas essayer de jauger quelle est la force du nouvel État qui leur incombe. Donc la révolte d'Oubihi est à replacer dans ce cadre, qui est matée par Oufkir, la révolte du Rif en 58, novembre-janvier 59, j'y reviendrai tout à l'heure. Il est à ce moment-là, Oufkir, à la fois ordonnance de Mohamed V et patron des phares. Il
va monter en grade petit à petit. Le 13 juillet 1960, il est nommé patron de la Direction générale de la Sûreté nationale, ce qui, bien sûr, va lui permettre de créer les services de renseignement marocains, le fameux CAB 1, etc. Et puis, plus tard, il deviendra ministre de l'Intérieur en 1967. Bon. Alors, cette armée française, donc, elle laisse derrière elle les phares qui vont vivre de leur propre vie. C'est pas le sujet, mais pour l'instant, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. L'armée française n'est pas devenue du jour au lendemain l'armée marocaine. L'essentiel des troupes, des dizaines de milliers d'hommes répartis à travers tout le territoire marocain, constituent cette armée française au Maroc, qui ne s'en va pas en 1956-57, qui reste, qui campe. Alors évidemment, qui se réduit petit à petit, mais qui jusqu'en 1961 est bel et bien là. De Gaulle aurait pu décider de sortir l'armée française. Il ne l'a pas fait, certainement en accord avec le sultan, mais en même temps, le sultan tient un discours très, très tiers-mondiste, si on peut déjà employer ce terme, très nationaliste, un discours de soutien très ferme au FLN. Et donc, la situation est assez étrange, extrêmement étrange, à vrai dire. Les accords de la Celle Saint-Cloud du 6 novembre 1955 ont bien dit que désormais le Maroc serait un État indépendant, uni à la France par des liens permanents dans une interdépendance librement consentie et définie. Donc on peut imaginer que le sultan a donné évidemment son accord à cette présence très lourde de l'armée française. Or, cette armée française, elle n'est pas là pour faire de la figuration, elle est là pour beaucoup de tâches, notamment la protection des intérêts français et des intérêts des populations françaises au Maroc, qui sont plusieurs centaines de milliers, y compris dans les zones rurales, notamment autour de Meknès. Or, justement, à Meknès, quelques mois après l'indépendance et au lendemain de l'arraisonnement de l'avion des chefs du FLN, dont Aït Ahmed, le 23 octobre 1956, des émeutes éclatent à Meknès et dans la région, qui font 30 morts le premier jour, 32 blessés graves parmi les Européens, et puis encore dans les jours suivants, le 25 octobre, encore 3 morts et 8 blessés graves. L'intervention des... Alors là, on a donc des émeutiers, des Européens qui sont cachés, qui sont blessés, etc., ou qui sont attaqués, à la fois en ville et dans des fermes. On a l'armée française d'un côté et l'armée marocaine de l'autre. L'armée marocaine a pour consigne de ne pas intervenir, et donc c'est l'armée française qui intervient, qui tire à vue, ce qui aggrave d'ailleurs les émeutes, etc., dans un pays indépendant, bon, sur fond de guerre d'Algérie. Tout ça est assez compliqué. Le général Cogny prend le contrôle total de la ville nouvelle, dans laquelle sont répartis essentiellement les Européens, et puis mène des opérations dans les zones de colonisation, c'est-à-dire qu'il sort de la ville. Bon, il faut savoir que Meknès, en plus, est la région de campement où les camps militaires sont les plus importantes du Maroc, mais aussi la colonisation rurale, notamment dans la vigne. La conclusion que vont en tirer les Européens de Meknès et beaucoup du Maroc, c'est qu'il faut partir. D'ailleurs, l'exode des Français va s'accélérer à l'automne 1956, notamment dans la ville de Meknès. Même si Meknès, tout est fait pour geler la situation, un couvre-feu de 2 semaines est déclenché. Mais en même temps, dans les campagnes, les choses ont été très violentes, puisque 300 sinistres ont été allumés et 81 exploitations coloniales détruites par les assaillants. Donc la militarisation du pays n'empêche pas ces violences que déplore le palais, mais qui ont bel et bien eu lieu. Donc, vous voyez que le retrait de l'armée ne peut être que progressif dans ce contexte, puisqu'il y a une peur de violence extrême contre les populations civiles. Voilà, donc à Meknès, on envoie Dardar, le commandant Driss Ben Omar, lui aussi issu de l'armée française, qui devient gouverneur militaire spécial et qui va essayer de calmer la situation. Enfin, l'armée française est engagée donc dans des opérations militaires à l'intérieur des frontières du Maroc. C'est le 3e point, en dehors de l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'en 1955 a été proclamée une ALM, Armée de libération El Maghreb, donc en français du Maghreb, en arabe du Maroc.
Enfin, en français, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire les deux. Alors, au Maroc, on dit du Maroc, mais ce sont des militants du Maghreb qui ont juré donc de se battre jusqu'à ce que la France ait quitté l'Algérie. Donc, elle est dans le nord, dirigée par notamment Abbas Messaadi, qui a été tué dans l'été 56. Dans le sud, par Mohamed Haïti Der, qui va se battre encore pendant 1 an. Et c'est une armée, donc, alors c'est assez compliqué, hein, parce qu'il y a 3 ALM, enfin bon, j'y reviendrai tout à l'heure très brièvement. Donc, cette ALM, elle est présente à la fois dans le Rif, c'est-à-dire dans le nord du pays, et au Sahara. Donc, il y a une branche nord, une branche sud. Et donc, on voit que l'armée française, avec des alliés de circonstance, va essayer d'écraser ces 2 éléments. Alors, d'abord, c'est l'opération menée avec les Espagnols dans le sud, en février 58, la fameuse opération Écouvillon, qui vise à mettre fin à la guerre de Sidi Ifni, qui a été déclenchée par la LM pour reprendre de force l'enclave espagnole de Sidi Ifni. Donc l'armée de libération du Sud, qui comporte des milliers de combattants sahraouis ou sahariens, est prise en étau par les armées françaises et espagnoles. Voilà, donc ça fait des centaines de morts, évidemment, et puis beaucoup de gens qui sont désarmés. C'est très important de connaître bien sûr cette opération parce qu'elle est menée par l'armée française au Maroc indépendant et aussi en partie sur le territoire espagnol puisque les Espagnols ont donné l'autorisation de pénétrer leur territoire. Quelques mois plus tard, la même année, à partir de novembre 58 jusqu'en janvier 59, il y a le soulèvement du Rif. Donc c'est lié plus ou moins à la branche nord de la LM. C'est pas évident parce que normalement les combattants de la LM avaient intégré les forces armées royales, mais tous n'ont pas intégré. Et puis il y a des affaires tribales par ailleurs qui se rajoutent à ça. Donc là aussi il y a une intervention franco-marocaine très importante avec ah oui, je déborde beaucoup. Qui intervient et qui notamment l'aviation bon voilà, mais donc une intervention lourde. Et puis la Mauritanie. L'armée française, l'armée d'Afrique en l'occurrence, pas l'armée d'Afrique justement, les troupes coloniales qui occupent la Mauritanie donnent l'indépendance à la Mauritanie le 28 novembre 60. À la grande fureur des Marocains, puisqu'ils vont attendre 1969 pour reconnaître l'indépendance. Ça crée un nouveau foyer de tension, et ça c'est la politique de l'armée, on peut dire que c'est la politique de Gaulle, mais c'est la politique de l'armée qui impose l'existence de cet État saharien qu'elle va vraiment structurer, constituer. J'ai une doctorante qui a travaillé là-dessus, Camille Évrard, qui a fait un travail très intéressant. Bon. Pour terminer, donc, troisième et dernière partie, très brièvement, l'armée française, donc, pendant la guerre d'Algérie, parce que tout ça se déroule donc, aussi sur le sol marocain. Alors, brièvement, les discours nationalistes et les espérances maghrébines entretiennent donc au Maroc des actions communes entre le FLN. Je rappelle que le premier bateau d'armement à destination du FLN a débarqué dans le Rif, à Nador. Il est parti d'Égypte. Il avait à son bord Boumedienne et un certain nombre de personnes qui vont être les fers de lance de la révolution algérienne, armés et soutenus par Nasser. Et pendant plusieurs années, le Rif va être une porte d'entrée de l'armement pour la guerre d'Algérie. La création de la LM donc, a lieu en 1955, branche nord, branche sud. Il y a eu 3 tentatives parallèlement de constituer une armée de libération commune du Maghreb. Alors, il y a des livres là-dessus au Maroc, c'est très compliqué. Le sultan, lui, de son côté, soutient la révolution algérienne. L'Istiklal soutient la révolution algérienne, comme on le voit à la conférence de Tanger en 1958. Il proclame solennellement qu'il n'y aura pas de négociation avec l'Algérie avant la victoire totale, qu'il n'y aura pas qu'on lutte toujours pour l'existence du Maghreb, etc., qu'on ne va pas négocier les frontières. Et tout en hébergeant donc cette armée française qui combat d'un côté et qui est présente de l'autre. Or, le FLN n'est pas seulement en Algérie, il devient de plus en plus présent en terre marocaine, puisque au fur et à mesure que la guerre avance, le Maroc était au début une base de repli, devient une base, et puis devient même le siège de l'armée qui va prendre le pouvoir en Algérie en 1962. Donc, le sanctuaire marocain du FLN sous les yeux de l'armée française. On fait tout au Maroc, on s'entraîne, on se soigne, on fabrique des armes, je parle bien sûr des Algériens, on a le renseignement militaire, on a le commandement général de l'armée assuré par Boumedienne et par ses proches.
vous voyez, il faudrait raconter toutes les histoires à la fois. C'est le pendant de ce qui se passe à Gardimaou en Tunisie. Gardimaou, où c'est ce qui se passe au Caire avec le GPRA. Mais au Maroc, c'est le groupe d'Oujda, dans l'entourage de Boumedienne, de Bouteflika et consorts, naît ce qui va devenir l'État algérien, sous les yeux de l'armée française. C'est très intéressant d'aller voir les archives, parce que vous imaginez que l'armée française fait du renseignement militaire à tour de bras, n'intervient pas. Et donc, que peut faire l'armée française à part du renseignement, puisqu'elle a tout ça sous les yeux, avec les phares qui elles-mêmes sont remplis d'officiers français qui eux-mêmes renseignent sur ce qui se passe bon, voilà, donc ça passe dans tous les sens. Ils peuvent construire juste une ligne, et c'est la fameuse ligne Maurice, construite à partir de l'été 57 par le ministre André Maurice. Donc une ligne qui fait toute la frontière nord entre le Maroc et l'Algérie, sur les hauts plateaux jusqu'aux premières oasis. Mais derrière, à l'abri de cette ligne, il n'empêche qu'on ne peut plus passer, mais l'armée algérienne se construit de plus belle. En septembre 57, Boussouf Simabrouk devient membre du comité de coordination exécutive. En septembre 58, il devient le ministre des Affaires, le MALG, celui qu'on appelle, qui va créer le noyau des services de renseignement de l'Algérie. Donc il est ministre du GPRA. Et puis c'est là que Boumedienne va construire son armée, va l'armer, va l'équiper, va importer du matériel lourd, va accueillir tous les officiers algériens qui désertent de l'armée française, les fameux DAF, qui va les recycler, qui va leur donner des tâches de formation. Tout ça se passe encore une fois au Maroc. Et à partir de l'été 62, tout ce monde, 30 000 hommes, vont rentrer et vont prendre le pouvoir à Alger. À Tunis, ils ne sont que 15 000. Voilà, donc les héritages. Est-ce que cette mémoire de l'armée française au Maroc, de l'indépendance côté militaire, est réussie? Je dirais oui, parce qu'on a oublié tout ce qui fâchait. Et on a gardé l'image de cette transmission, j'allais presque dire simple, mais vous voyez que rien n'est simple. La coupure de l'indépendance algérienne et la guerre des sables en novembre 63 vont rapprocher les armées françaises et marocaines, même si on a vu qu'elles l'étaient déjà. La crise mauritanienne va tendre les rapports dans les années 60, mais au fond, la coopération n'a jamais cessé. L'armée berbère d'Oufkir perdure jusqu'en 72, et on peut même dire bien au-delà avec Glimi, même s'il n'est plus tout à fait, c'est pas Oufkir bis, parce que les choses ont changé. Hassan II, d'ailleurs, est très favorable à la coopération avec l'armée française. On le voit ressurgir dans l'armée saharienne. Comme je vous le disais, qu'il y avait une thèse à écrire. Je me demande même s'il n'y en a pas deux. Voilà, je vous remercie.